Donc moi je travaille à Gustave Roussy, donc c'est un centre de cancérologie à Villejuif où donc je fais pas mal de chirurgie du sein. Et du coup, on s'est mis depuis plusieurs années à faire de l'ALR dans la chirurgie du sein. Et c'est devenu un petit peu compliqué. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt. Donc jusqu'à 2010, on faisait des blocs paravertébraux dans la chirurgie du sein. Et c'était réservé à une élite parce que c'était sans échographie. Donc c'était un petit peu dangereux puisqu'il y avait un risque de pneumothorax qui était assez important. Et puis est apparue l'échographie et là vraiment le bloc paravertébral est devenu un peu plus simple, pas très facile mais relativement plus sûr. Et donc beaucoup de personnes se sont mis à en faire. Nous on a commencé donc en 2010-2011. Ensuite, il y a Raphaël Blanco qui s'est mis à nous proposer des PEX-1. Donc c'était simple à réaliser, c'était juste une injection entre le muscle petit pectoral et grand pectoral, et il nous a dit c'est super et tout, c'est facile, il n'y a pas de risque. Petit problème, c'est qu'une année plus tard, il décrit le PEX-2, donc ça entraîne un peu de confusion, puisque c'est en fait un PEX-1 plus un bloc du muscle serratus, et il nous dit ça marche, c'est super, les patients ils ont moins mal. De nouveau une complication, un an plus tard, il nous propose le bloc du serratus, donc en fait ce qu'il avait proposé avant associé au PEX-1, mais en fait il dit le bloc du serratus, ça suffit, c'est très bien, et donc du coup, là on commence à être un petit peu perdu, et puis pour finir, on nous propose le muscle des érecteurs du rachis, où là on nous dit c'est super fastoche, vous piquez au niveau de l'apophyse transverse, et là ça marche, les patients ont pas mal, il n'y a pas besoin d'être un cador, et avec tout ça, on est un petit peu perdu. Donc on va essayer de faire un petit peu le point, et pour bien comprendre, quand on est perdu, il faut revenir à l'anatomie. Donc l'anatomie du thorax, donc, on va parler du sein essentiellement, donc c'est d'abord les nerfs intercostaux, donc, qui de T2 jusqu'à T8 vont donner toute l'innervation, donc la flèche, c'est pas terrible, toute l'innervation sensitive donc, du sein, des tissus sous-cutanés, de l'aréole, des glandes. Et puis vous avez la région T2, qui est une région importante, puisque c'est la zone où on fait le curage, donc c'est l'aisselle. Donc vous voyez que finalement, c'est les nerfs intercostaux de T2 jusqu'à T8. Donc du coup, que viennent faire les nerfs pectoraux, puisqu'on nous propose des blocs pectoraux. Donc en fait, les nerfs pectoraux, c'est une toute petite partie, alors c'est juste c'est sous la clavicule, vous voyez, il y a une petite partie là-haut où il y a quelques nerfs qui donnent la sensibilité, mais c'est essentiellement des nerfs qui assurent l'innervation musculaire du thorax en dehors des muscles intercostaux, donc tout ce qui est petit pectoral, grand dorsal, etc. Mais du coup, Blanco nous dit, les pecs, ça marche parce que quand on fait de la chirurgie donc de prothèse, c'est là où il avait décrit le PEX-1, vous voyez, on fait beaucoup de chirurgie où les prothèses sont en rétro-pectoral, et donc il y a une distension du muscle pectoral, alors que c'est vrai que maintenant, de plus en plus, nous, on fait des prothèses qui sont en pré-pectoral, et donc il n'y a pas trop de distension des muscles pectoraux. Et puis dans les mastectomies radicales, on a le muscle pectoral qui éventuellement peut être touché. Donc il nous dit, voilà, moi ça marche, mes blocs pectoraux, parce qu'on touche aux muscles, etc. Voilà ces paquets donc, pectoral, donc, qui vient du plexus brachial, hein, et qui va donner donc, l'innervation de ces muscles du thorax. Donc, ça se complique un petit peu, et finalement, pour la LR du sein, on a plusieurs solutions. On a une péridurale thoracique, hein, si par exemple on a une mastectomie bilatérale, pourquoi pas faire une péridurale thoracique, ça marche très très bien, ça va bloquer tout le thorax. On a le bloc paravertébral, donc des nerfs spinaux T2 jusqu'à T7 qui vont être bloqués. Et puis donc on a tous ces blocs de compartiments, donc le PEX-1, le serratus, le PEX-2, le bloc parasternal, je vous en parlerai un petit peu plus tard, et puis le bloc directeur du rachis. Alors c'est compliqué cette nomenclature, et ça nous a introduit beaucoup, ça nous a induit beaucoup en erreur, notamment parce qu'il y avait une confusion donc, entre le PEX-1, le PEX-2, le serratus. Et donc il y a une nouvelle nomenclature qui a été proposée. Alors, vous voyez, maintenant, le PEX1, on appelle ça un bloc interpectoral. Le PEX2, on appelle un bloc pectoserratus, qui correspond plus à l'injection qu'on va faire au niveau de nos muscles. C'est un peu plus compréhensible, mais je ne vais pas trop vous embourber l'esprit, donc je continuerai à parler de PEX1 et PEX2, parce que c'est souvent ça qui est connu. Alors, revenons donc à cette innervation du thorax. Donc, on a ici, à ce niveau-là, donc au niveau du rachis, le nerf spinal, et en fait, un petit peu plus loin, l'élément important, c'est le muscle serratus. Et on voit que ce nerf spinal,
il va longer le thorax donc, sous les nerfs intercostaux, sous les muscles intercostaux, et il va sortir à ce niveau-là, au niveau du muscle serratus, il va traverser, et il va donner une branche ici postérieure, une branche latérale, et vous voyez qu'il y a une partie qui va continuer à cheminer sous les muscles intercostaux pour revenir au niveau du sternum et donner l'innervation sensitive de la partie antérieure du thorax. Donc vous voyez que si on veut si on veut bloquer toute cette région, eh ben en fait, il faudra faire soit une péridurale, soit un bloc paravertébral, parce qu'il bloque le nerf spinal assez tôt. Et par contre, donc, si on fait un PEX2 ou un serratus, donc on va bloquer le nerf à ce niveau-là, on aura cette partie antérieure ou parasternale du thorax qui ne sera pas bloquée. Du coup, donc, on pourra proposer de faire un bloc parasternal pour compléter notre analgésie, si on veut faire une analgésie totale, mais qu'on a utilisé qu'un PEX2 ou un serratus. Voilà. Alors après, donc, on a décrit le bloc des érecteurs du rachis, donc le SP, qui entraîne une analgésie de la partie postérieure du thorax, mais par diffusion peut-être dans l'espace paravertébral, va donner une certaine analgésie. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, on a plusieurs blocs à notre disposition. Ce qui est sûr, c'est que si on fait un bloc paravertébral, on bloque le nerf spinal en entier, et qu'avec un PEX2 et un serratus, il faudra associer un bloc parasternal si on veut bloquer tout le thorax. Attention à T2. T2, il faut absolument le bloquer si on fait un curage axillaire. Et dans ce cas-là, on recommande plutôt de faire des blocs paravertébraux à 2 niveaux, ou alors un serratus avec un très gros volume. On va commencer par le bloc paravertébral, c'est celui qui a été le plus décrit dans la littérature. Donc, il bloque les nerfs spinaux, donc je l'ai dit, de T2 jusqu'à T9, sur environ 3 métamères. Donc, on comprend que l'innervation du sein, c'est T3, T5 à peu près. Donc, on voit que parfois, c'est peut-être nécessaire de faire une deuxième injection, notamment quand il y a un curage sentinelle, un curage axillaire. C'est un bloc qui était associé à une morbidité historique à cause du risque de pneumothorax, de lésions vasculaires, nerveuses, quand on s'était fait sans échographie. Maintenant, avec l'échographie, c'est un bloc qui est beaucoup plus sûr. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Parfois, c'est quand même un bloc difficile à réaliser parce que c'est un bloc profond. Et quand on a des sujets qui sont un peu obèses, avec une mauvaise échogénicité, c'est un bloc qui parfois peut être un petit peu difficile. Enfin, il est chronophage, parce qu'il faut installer le patient en décubitus latéral, ventral ou assis. Et bon, c'est vrai que dans un programme opératoire qui est souvent serré, si on n'a pas une organisation parfaite avec une salle d'ALR à côté pour faire ces blocs, c'est un petit peu compliqué. La sécurité, pour moi, c'est un patient qui doit être éveillé. Pourquoi? Parce que si vous faites une brèche pleurale, je vous dis c'est très rare, mais ça peut arriver, c'est pas très grave si votre patient est éveillé. Hein, nos radiologues interventionnels, ils en font tous les jours quand ils font des biopsies pulmonaires. Mais par contre, si un patient est ventilé, là, vous avez un risque de pneumothorax qui peut être compressif. Donc, par sécurité, moi, je recommande de le faire toujours chez les patients éveillés. Le bloc paravertébral et le pneumothorax, actuellement, c'est plus 1 à 2%, comme c'était reporté avant. Voici une étude assez récente qui montre que sur 2000 blocs paravertébraux dans de la chirurgie du sein, ils avaient 3 pneumothorax qui avaient été retrouvés. Et en fait, ça correspond à l'incidence des pneumothorax qu'il y a lors de la chirurgie du sein quand elle est réalisée toute seule. Parce qu'il y en a aussi des pneumothorax dans ce genre de chirurgie. Donc finalement, c'est vraiment très très faible. Je ne vais pas faire les descriptions des blocs parce que ça prendrait trop de temps. Je vous ai juste mis ces images avec les sites où lesquels vous pouvez trouver des superbes vidéos, des superbes descriptions. Si vous avez des trucs de code barre, là, vous pouvez les prendre. Donc, il y a le site de la LSORA, de la NISORA, où il y a vraiment des vidéos remarquables. Vous pouvez aussi les trouver sur YouTube maintenant. L'efficacité, elle est plus à démontrer. Donc, c'est le gold standard pour la chirurgie du sein. Ça diffuse sur 3 métamères. La chose qui est aussi très importante, c'est que quand on fait un bloc paravertébral, on voit la plèvre s'affaisser. Et quand on voit la plèvre s'affaisser, on sait que ça va marcher. Alors, pour les autres blocs, on voit que ça diffuse, ça gonfle, mais on ne sait pas trop où ça va diffuser, jusqu'à quel niveau. Beaucoup de preuves d'efficacité, c'est celui qui a été le plus décrit dans la littérature. Et donc,
à mon sens, il vaut mieux faire 2 ponctions, donc par exemple une en T2 et une autre en T4, T5. Comme ça, on est sûr de couvrir toute la zone du sein. Ça, c'est des clichés qui avaient été faits avec des injections, avec ici l'extrémité, donc là sur le schéma de droite, du cathéter du bloc paravertébral. En fait, ça diffuse un petit peu vers le haut et un petit peu plus vers les bas sur environ 3 métamères. Donc une alternative à ces blocs paravertébraux, donc ça a été les blocs de compartiment, PEX1, PEX2, bloc du serratus, bloc parasternal et érecteur du rachis. Littérature exponentielle. Chaque fois qu'il y a une nouveauté en ALR, il y a beaucoup de publications, mais c'est souvent des publications où on dit ça marche, les patients ont moins mal, mais il n'y a pas beaucoup d'études comparatives, on va le voir. Donc le PEX1, pour simplifier, c'est un bloc des nerfs pectoraux. Le serratus, c'est un bloc des branches latérales des nerfs intercostaux, donc des racines thoraciques. Et le PEX2, c'est un PEX1 plus un bloc du serratus. Et donc moi, je vous recommande de vous mettre à cette nouvelle nomenclature, c'est plus simple. Le bloc interpectoral, le bloc pectoserratus et le bloc du serratus. Alors, les preuves d'efficacité, donc elles existent, hein, mais souvent contre placebo, et il y a beaucoup d'études, maintenant il y en a probablement encore plus par rapport au moment où j'ai fait cette diapositive. Donc le PEX1, c'est une injection entre le grand pectoral ici et le petit pectoral. Voilà. Pourquoi bloquer les nerfs pectoraux? Donc je vous l'ai dit, au départ, c'était parce qu'on pensait qu'il y avait un intérêt à bloquer la sensibilité musculaire, mais on sait que l'innervation du thorax, c'est les nerfs intercostaux qui ne sont pas touchés par ces nerfs pectoraux. Alors finalement, si ça marche, est-ce qu'il y a un bloc sensitif quand on fait un PEX1, puisqu'il y a une analgésie, une petite analgésie, mais il y a une analgésie quand même. En fait, il y avait Desroches qui avait fait cette étude où il avait fait la cartographie de la sensibilité avec un PEX1, et finalement, il avait vu qu'il n'y avait pas de modification de la sensibilité quand il y avait un PEX1 qui était réalisé. Donc, une autre étude donc, de Franco qui nous dit que les nerfs pectoraux, ce sont juste des nerfs moteurs, et que c'est seulement quand il y a ischémie du muscle qu'il peut y avoir douleur par les fibres C musculaires. Et même les fascias, ils sont innervés par les nerfs spinaux et donc pas par les nerfs pectoraux. Donc en fait, le PEX1, il peut avoir un effet que par diffusion de l'anesthésique locale vers les nerfs intercostaux. Et ça, ça avait été montré donc, dans une autre étude, ici, où il montrait que quand on faisait en fait un PEX1 un petit peu latéralisé, on voyait ici la diffusion du produit sur des coupes cadavériques qui allaient vers les selles. Donc probablement que c'est un bloc qui marche un petit peu par diffusion. Alors, le PEX2 ou le bloc pectoserratus, donc ici je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que quand on va faire une injection au-dessus ou en dessous du muscle serratus, donc on va bloquer la partie latérale du thorax. Pareil, je vous ai mis ici une référence pour voir des vidéos hein, avec des très très belles descriptions. Voici ici la position de la sonde. Une injection donc entre le grand et le petit pectoral et une injection initialement décrite au-dessus du muscle serratus, mais maintenant de plus en plus de gens le font sous le muscle serratus. Comme ça, ça gêne moins le chirurgien puisqu'il n'y a pas la diffusion du produit, notamment dans la zone de l'aisselle, où il peut être gêné lors, par exemple, des recherches de ganglions sentinelles ou de curage axillaire. Voici donc le PEX2, donc la deuxième injection, donc entre petit pectoral et serratus. Là. Et puis après, donc, il y a eu la description du serratus tout seul. Donc là, en fait, on descend la sonde un petit peu plus vers l'aisselle et on va tomber donc, après le petit pectoral sous le muscle serratus. Donc on fait une injection au-dessus ou en dessous. Donc ici aussi, vous avez les références des vidéos. Donc le bloc du serratus, on peut le faire en fait un peu comme on veut. Hein. On peut le faire par en dessous, sur un patient ici en décutis latéral, en haut à gauche. On peut le faire par au-dessus, c'est la photo d'en bas. Ou on peut le faire de façon latérale. Il n'y a pas de comparaison qui ont été faites, en fait, puisque c'est juste une injection dans un compartiment. Hein. Donc en fait, on fait un petit peu comme on veut.
Si on le fait au-dessus ou en dessous du serratus, est-ce que c'est pareil? Bah oui, il y avait une étude qui avait été faite par Blanco qui montrait que les territoires de sensibilité bloqués donc, étaient à peu près les mêmes. Probablement, cette étude le montre, qu'il faut faire dans le bloc du serratus des volumes un peu plus importants que pour les blocs de compartiment habituels. Ici, ils avaient montré que 40 millilitres, c'était une diffusion plus importante qu'avec 20 millilitres. Moi, je fais en général 30 millilitres de repli 0,375 ou même de repli 0,2% pour faire un serratus. Alors, il y a d'autres applications. Hein. C'est extrêmement efficace pour les drains thoraciques, pour les fractures de côte en réanimation. C'est vraiment très, très efficace. Alors après, donc, je vous ai parlé donc, de cette partie du thorax qui n'était pas bloquée, la partie antérieure, parce qu'il y avait cette petite branche là qui revenait près du sternum. Et donc, il y a eu des descriptions de blocs parasternaux pour compléter cette analgésie. Vous voyez, donc on va injecter près du sternum. Donc ça, c'était le premier, c'était le transverse thoracic plane block, le TTP. C'était au-dessus du muscle transverse thoracique, ici. Vous voyez que c'est assez près quand même de la plèvre. En plus de ça, c'est près de l'artère mammaire interne. Donc, c'est vous voyez, l'artère mammaire interne là, qui clignote en rouge là-haut. Donc, finalement, c'est un bloc qui a été progressivement remplacé par celui-là, où en fait, on va prendre le même nerf, mais en fait, on va le bloquer un petit peu plus haut. Donc, sur l'image à gauche, en bas à gauche, vous voyez que le produit, il y a juste à l'injecter sous le muscle pectoral. En plus, c'est plus facile, on est plus loin de la plèvre, et on est plus loin de l'artère mammaire interne, donc il y a vraiment beaucoup moins de risques. Donc, actuellement, c'est celui qui est le plus recommandé. Donc retenez pas le nom PIFB, maintenant on va dire que c'est un bloc parasternal superficiel. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus logique. Alors le bloc érecteur du rachis, alors je vais passer rapidement parce que là il y a une littérature exponentielle, mais en fait il y a des preuves d'efficacité qui sont pas très très bonnes sur la chirurgie, notamment la chirurgie du sein. Il y a un petit peu d'analgésie, mais on ne sait pas trop comment ça diffuse. Est-ce que c'est en diffusant dans l'espace paravertébral? On ne sait pas vraiment. Et en tout cas, c'est une efficacité moins bonne que le bloc paravertébral ou que l'EPEX. Donc au final, on se retrouve avec un tas de blocs. Et quand vous voyez sur ce schéma, pour bloquer tout le thorax, à la fois les muscles et la sensibilité cutanée ou glandulaire, il n'y a aucun qui fait tout le travail. Donc en fait, il va falloir choisir en fonction de ce que l'on veut bloquer, et je vais vous aider un petit peu à choisir. Donc voici une comparaison entre PEX2 et bloc paravertébral. Donc ici, dans cette étude, le bloc paravertébral en durée d'analgésie, il est plus efficace. Ici, c'est le PEX2 qui est plus efficace en durée d'analgésie, 294 versus 197. Et ici, c'est à peu près comparable. Donc en fait, il y a des consommations de morphine qui sont peu différentes entre le PEX2 et les blocs paravertébraux dans les mastectomies. Ça, c'est un premier point. Ici, c'est une autre étude où on comparait donc les PEX2 aux blocs paravertébraux. Et là, ils trouvaient que les scores de douleur étaient plus bas avec le PEX2, mais à 24 heures, c'était le bloc paravertébral qui faisait mieux. Donc là, on commence déjà à être un petit peu perdu. Ici, une autre étude, bloc paravertébral versus bloc du serratus, où là, finalement, le serratus fait un petit peu moins bien que le bloc paravertébral, et il dure un petit peu moins longtemps également que le bloc paravertébral. Ça, c'est une étude qui est très intéressante. C'est une étude assez récente, où ils ont étudié donc, la diffusion de la sensibilité, ou la diffusion des produits, c'est à peu près comparable, entre blocs paravertébraux, PEX2 et bloc du serratus. C'était une étude vraiment randomisée, en 3 groupes de 15 patients. Et vous voyez donc le bloc paravertébral, il est en bleu. Donc vous voyez qu'il va de T2 jusqu'à T7, ce qui est quand même pas mal en termes de sensibilité. Alors qu'en rouge, les PEX, vous voyez qu'il diffuse un petit peu moins bien. Il va diffuser entre T2 et T5 seulement. Et le serratus, également, il va diffuser un petit peu moins bien. Et la chose intéressante, c'est que vous avez quelques patients qui échappent complètement. Donc on regarde par exemple en T5, vous voyez, le bloc paravertébral, il va marcher complètement, alors que le bloc du serratus, il ne marche pas du tout pour certains patients. Donc on a quand même un petit peu plus d'imprévisibilité avec ces blocs du compartiment qu'avec le bloc paravertébral. Avantages et inconvénients de chaque technique. Donc,
Pour le PEX2, donc, pour le bloc paravertébral, pardon, c'est très efficace, tous les mythorax, effet assez prévisible. Par contre, il faut le faire patient réveillé, donc c'est un petit peu plus délicat pour le patient. Il faut le mettre sur une certaine position qui n'est pas la position de la chirurgie, assis ou sur le côté, donc il va falloir des temps opératoires de manipulation. Et toujours ce petit risque qui est quand même très faible de pneumothorax. Les PEX2, c'est efficace. Il y a quand même un défect sur la partie antérieure du thorax, mais heureusement, on a la majorité des tumeurs du sein qui sont sur le cadran supéro-externe, donc elles sont souvent couvertes par les PEX2. Et puis vous avez l'ESP qui est très facile, mais qui a une diffusion aléatoire avec un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Et moi j'ai envie de dire qu'on a envie que nos techniques elles marchent à tous les coups en ALR. Donc le bloc paravertébral est-il supérieur au PEX? Donc ici, de nombreuses publications qui ont été faites avec le bloc paravertébral pour des patients qui n'ont pas du tout d'anesthésie générale, notamment pendant la crise Covid. Il y a une publication qui montrait qu'on pouvait faire des chirurgies du sein, des mastectomies, juste avec un bloc paravertébral étagé. Il n'y a aucune publication qui vous dit qu'on peut faire une mastectomie juste avec des PEX sans anesthésie générale. Recommandation du groupe SAMBA. Le groupe SAMBA, c'est le groupe de chirurgie ambulatoire qui eux aussi disent pas de différence entre bloc paravertébral, un niveau et PEX2, mais on n'a pas d'études comparatives sur bloc paravertébral de niveau, c'est ce que font la plupart des gens maintenant, enfin les gens qui ont un petit peu d'expérience, versus les PEX. Et donc, ils disent en première intention, on fait le bloc paravertébral, et ensuite, si on ne peut pas le faire, on fait des PEX. Le bloc paravertébral, rapidement, il est supérieur largement à l'érecteur du rachis. Ça s'était montré dans plusieurs études, donc c'est une consommation de morphine plus importante. Et maintenant, qu'est-ce que je vais vous proposer? Quel bloc pour quelle chirurgie? Alors la chirurgie sénologique, on va la résumer en tumorectomie, mastectomie et chirurgie reconstructive. Pour les tumorectomies, je pense qu'une ALR est futile. Le chirurgien, quand il fait juste une infiltration, avec tous nos médicaments, INS, Nefopam, paracétamol, éventuellement morphine ou tramadol, c'est largement suffisant. Pour les mastectomies, je recommande un bloc paravertébral ou un PEX2 ou un serratus. Les reconstructions, donc bloc paravertébral, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études avec les PEX. Et finalement, comment je vais faire mon choix? Alors moi, mon choix, je le fais en fonction de mon organisation. Donc vous voyez, pour le bloc paravertébral, c'est quand je suis bien organisé, que j'ai une salle où je peux faire de l'ALR avant de faire entrer le patient en salle d'opération. Comme ça, je ne vais pas perdre trop de temps. Je peux lui faire une petite sédation par hémifentanyl, parce que parfois, ça fait un petit peu mal quand la plèvre se décolle, notamment dans le bloc paravertébral. Je suis bien installé. Et puis quand je n'ai pas le temps, quand je n'ai pas d'espace ALR dédié, quand je suis inquiet parce que je veux que le patient il reste vigile, quand c'est un patient obèse et que je pense que le bloc paravertébral, je ne vais pas bien voir en échographie, donc là, je fais un PEX2 ou un serratus. Et puis, c'est des techniques pour des gens qui sont débutants en ALR, il vaut peut-être mieux commencer par ces techniques. Moi, pour le moment, je ne fais pas de bloc des érecteurs du rachis. J'ai eu des échecs et donc j'en fais plus. Je pense que pour des gens qui n'en ont pas beaucoup l'habitude de l'ALR, c'est peut-être aussi une solution, ou également pour des patients obèses. Voilà, j'espère que je vous ai aidé dans vos choix. Donc, bloc paravertébral en première intention, mais les PEX2 serratus sont assez efficaces, c'est une alternative intéressante. Pour le moment, le SP, moi je ne le recommande pas, mais on peut le faire pour des patients obèses où c'est un petit peu difficile. Et en fait, chacun doit faire son choix en fonction des contingences locales, si le patient est éveillé ou endormi, et puis éventuellement, avec son expérience en ALR, plus on a de l'expérience, plus on peut se lancer dans les blocs paravertébraux. Sinon, on peut commencer par les érecteurs du rachis ou directement les PEX. Je vous remercie de votre attention.